c'est un peu compliqué aujourd'hui puisque c'est par vidéoconférence et puis parce qu'on est en fait à mi-chemin entre l'établissement des cours présentiels qu'on faisait jusqu'ici et l'établissement des cours sur CIDES. Donc, je vous propose, CIDES, c'est la plateforme de mise en ligne des cours pour les internes et les DU à partir de l'année prochaine. Je vous propose de commencer par deux cours qui ont déjà été enregistrés sur CIDES et qui sont déjà formatés, que je vais donc vous passer. Donc, il y a quelqu'un qui parle. Le premier, c'est moi qui parle, mais en off. Et puis après, je reprendrai la main, on répondra à des questions et on fera une deuxième partie de présentation un peu plus dynamique. J'ai l'impression que ça marche pas. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas, non. Il n'y a pas de son. Ah, alors ça, c'est compliqué. Donc là, quand je passe le cours, vous n'entendez rien? Non. Ok, alors on va faire autrement, je suis désolé. On arrête ce cours-là. Je reprends la main sur mon cours de sauvegarde D'accord. qui n'est pas sonorisé. Donc ça veut dire que les sons des PowerPoint ne passent pas. Non, En fait, je pense pas, non. c'est dommage qu'on ne nous l'ait pas dit avant. Heureusement que j'ai préparé un deuxième méthode. Donc ça, c'est le cours tel qu'il était fait au DU l'année dernière et donc il n'est pas sonorisé. Attendez, hop, je suis en train de merdouiller, mais je vais reprendre la main. Ça, vous le voyez là? Là, on voit votre écran, oui. Là, il y a une présentation. Mais elle n'est pas en plein écran. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir une présentation Moi, j'ai un écran où il y a un PowerPoint qui s'exécute. Là, oui. Pas vous. Si, maintenant, oui. D'accord. Bon, donc je vais reprendre la main avec ce cours-là. Donc le but aujourd'hui, c'était de vous préparer, de vous présenter l'imagerie en coupe, donc le scanner et l'IRM en cardiopédiatrie. Vous avez un exemple en haut à droite là, assez joli d'une IRM pour ceux qui ont révisé leur cours ventricule unique. Il s'agit donc d'un ventricule unique. On voit bien qu'il n'y a qu'un seul ventricule, une valve auriculo-ventriculaire unique. Il y a deux oreillettes avec une communication entre les deux, et puis on voit un tube en section dans l'oreillette droite. Hein, donc une chirurgie qui se fait plus trop du passage transauriculaire de la communication qui relie la veine cave à l'artère pulmonaire dans les DCPT à l'ancienne méthode. Donc on va travailler, je vais vous présenter aujourd'hui en 3 points. Donc le premier, c'est l'anatomie. L'IRM et le scanner, c'est merveilleux pour répondre à la question anatomique. Il y a aussi la question de l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire la mesure des volumes, des flux, des fractions d'éjection, des fuites. Et puis en troisième point, de façon un peu plus anecdotique dans ce cours-là, l'analyse des tissus, la détection de l'œdème, de la fibrose notamment. L'anatomie, ça peut se faire de plusieurs façons. Ça peut se faire bien sûr à l'ancienne en 2D. Hein, donc on peut faire des coupes 2D où on vous présente une image soit statique, soit dynamique, mais dans laquelle vous ne pouvez pas vous déplacer. Le point fort du scanner et de l'IRM, c'est qu'on peut faire du 3D. Alors le scanner a un intérêt énorme, c'est que le 3D est quasiment d'emblée isotrope. Avec un scanner moderne de type 320 barrettes, on arrive à faire du 16 cm, donc un volume qui prend quasiment le cœur complet, avec finalement une irradiation très faible hein, on est sur des irradiations qui sont largement inférieures au millisievert. Alors là, ça plante, je ne sais pas pourquoi. Il y avait un exemple qui ne passe pas. J'espère que mes exemples ne vont pas tous planter. Bon. L'exemple type de ces mesures, de cette anatomie en 3D, c'est la mesure de l'indice de Nakata. Ça, c'est juste un exemple pour vous illustrer à quoi ça sert d'être dans du 3D. Avoir une acquisition en 3D, ça veut dire qu'on va pouvoir travailler sur une image qui n'est pas contrainte par l'acquisition qu'on a faite. C'est-à-dire qu'on fait une acquisition brute et derrière, on peut se promener
dans le volume acquis pour aller chercher une artère dont on veut mesurer précisément le diamètre. Donc l'indice de Nakata, c'est une illustration de ce besoin. Le Nakata, c'est un monsieur qui a travaillé sur la prédiction du comportement d'une voie droite une fois qu'on l'aura corrigé dans un contexte de falot ou d'abso. Donc l'indice de Nakata, c'est la somme des sections en millimètres carrés d'artères pulmonaires indexées à la surface corporelle. Alors ça a un intérêt très clair, c'est que la vitesse du sang après la correction du falot, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait passer la totalité du débit cardiaque dans l'artère pulmonaire, la vitesse sera de 350 divisé par l'indice de Nakata. Donc, du coup, cet indice nous permet de décider est-ce que c'est acceptable de fermer ou pas une correction avec un seuil acceptable au-delà de 120. Si on a 120 millimètres carrés par mètre carré de Nakata, ça veut dire qu'on va avoir 3 mètres secondes environ. 120, c'est un tiers de 350. Donc, 3 mètres secondes dedans une fois réparé. Donc, comment ça se mesure? Eh ben, ça se mesure avec ce type de logiciel qui apparaît ici en statique. Donc je suis désolé, hein, c'est un PowerPoint de secours que je vous présente et donc forcément il est moins bien que celui que j'avais préparé. Vous avez ici un exemple d'un logiciel de visualisation d'un volume 3D, logiciel qui permet de se promener dans ce volume. Donc ces logiciels qu'on appelle MPR, pour ceux qui sont un petit peu intéressés, ça veut dire Multiplanar Reconstruction, sont des logiciels qui montrent toujours une grosse image, celle sur laquelle on va travailler, et des vignettes à côté qui permettent de définir l'image sur laquelle on va travailler. Donc là, vous avez l'image principale à gauche, celle sur laquelle on a fait la mesure. Vous voyez, vous reconnaissez une crosse de l'aorte à l'envers, et puis vous voyez en dessous de la crosse l'artère pulmonaire droite. Et là, l'opérateur a contouré et a trouvé donc une surface de 11,5 mm². Voilà, ce plan, cette image qui est à gauche de l'écran, elle est définie par la position des droites qui sont dans les vignettes à droite de l'écran. Et donc, on peut, l'intérêt, c'est qu'on peut se placer totalement perpendiculairement à la position de l'image de gauche. Elle est définie par les deux droites rouges qui sont dans les vignettes de droite. Et on voit que l'opérateur a placé ces deux droites rouges à chaque fois perpendiculairement à l'axe de l'artère pulmonaire qu'il voulait mesurer. Donc, on est parfaitement perpendiculaire et donc ce qu'on mesure est bon sans avoir de biais. Donc l'annexe de Nakata de ce patient, eh ben, ça va être 11,5 pour l'artère pulmonaire droite, plus une autre valeur pour l'artère pulmonaire gauche. Bon, je ne vous ai pas refait le même topo pour la gauche. Et donc la somme des deux divisée par la surface corporelle. Voilà, donc là, le grand intérêt de l'IRM et du scanner pour l'anatomie, c'est de pouvoir faire du 3D et donc de pouvoir permettre, après que l'acquisition ait été faite, à l'opérateur de reconstruire l'image qu'il veut dans le plan qu'il veut, de façon quasiment isotrope, c'est-à-dire sans que les pixels apparaissent déformés. Et donc, ça permet d'avoir des mesures très précises de section, de diamètre. Donc, c'est très utile pour l'indice de Nakata que je viens de vous montrer, mais c'est aussi très utile, par exemple, pour la mesure des diamètres d'une aorte ascendante, là où vous avez une aorte qui n'est pas dilatée. Et s'il y avait un anévrisme sur l'aorte ascendante, on pourrait mesurer à l'endroit où l'anévrisme est le plus large, et pas dans le plan axial strict dans lequel le scanner a été acquis, mais dans le plan le plus intéressant pour nous. Donc ça, c'est du scanner que je vous ai montré, c'était le point fort du scanner, mais en fait, ça existe aussi en IRM. Et ça existe en... Alors, très honnêtement, c'est difficile chez le petit, c'est difficile en dessous de 6 ans. Ça existe en IRM avec une double synchronisation, donc une synchronisation cardiaque qui va permettre d'avoir une seule phase, la phase, par exemple, télésystolique pour un cœur qui est un peu rapide, et sinon mésodiastolique pour un cœur plutôt lent. Et puis, on a une autre synchronisation ventilatoire pour éviter les mouvements de respiration. Donc, le patient n'est pas en apnée, évidemment, il est en respiration libre. Et en fait, l'IRM ne prend ses acquisitions que quand elle se rend compte que le diaphragme est dans la position de repos. Donc, cette acquisition en scanner, elle va prendre une dizaine de secondes. En IRM, elle va prendre une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Donc, c'est beaucoup plus lent. Par contre, c'est non irradiant. Voilà un exemple de ce qu'on obtient en IRM. Vous avez ici un logiciel qui passe simplement de bas en haut
l'acquisition qui a été faite en coupe axiale stricte. On va peut-être commenter un peu le cœur qu'on voit parce qu'il est joli. Au début, il y avait. Alors, il faudrait peut-être que je me remette au début de mon cœur pour recommencer. Voilà, donc là, on est sur le foie. On voit qu'un seul ventricule. Un ventricule, et puis ensuite, on en voit un deuxième qui est au-dessus. Donc, les ventricules sont inférieurs et supérieurs avec une séparation inféro-supérieure. Alors que les oreillettes, elles sont postérieures et antérieures, c'est-à-dire que le septum interauriculaire, lui, il est dans une position verticale, alors que le septum interventriculaire était dans une position horizontale. Donc c'est ce qu'on appelle un criss-cross, hein, c'est une malposition assez rare des gros vaisseaux, donc ça fait partie des VDDI. Et donc effectivement, ce type de cœur mal construit, mal posé, va beaucoup bénéficier d'un diagnostic à l'aide d'une imagerie 3D. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça peut se faire donc en scanner et en IRM. Ici, c'est de l'IRM. Le gamin fait 18 kilos, hein, il a 5 ans, donc vous voyez, on est aux limites de ce que l'IRM sait faire, mais on a quand même d'assez belles images. Et si vous regardez bien, on voit même, alors je sais pas, je pense que vous ne voyez pas ma flèche, mais on voit assez bien même les coronaires. Là, sur l'image qui est fixe, on voit la circonflexe. Voilà. Donc, cette acquisition 3D que je vous ai présentée, elle est possible en scanner, elle est possible en IRM. Là, vous avez un film qui tourne et qui vous illustre comment on travaille. Donc, vous avez à gauche de l'écran la vue principale, à droite les 3 vignettes dont je vous parle, et puis vous voyez ici que quand l'opérateur tourne les droites, eh bien, la vignette se positionne sans perte de la qualité de l'image, hein. On est sur de l'isotrope, hein, donc ça aussi, c'est de l'IRM. Là, il s'agit d'un VU avec atrésie pulmonaire chez un grand adulte. Vous voyez apparaître dans l'image de gauche, là, vous voyez apparaître les 2 points noirs, c'est les 2 blaloques qui arrivent dans l'artère pulmonaire, hein, donc c'est noir parce qu'il y a un artefact de mouvement. Enfin, peu importe, l'idée ici n'était pas de vous parler de VU, hein, mais bien d'illustrer toute l'importance des acquisitions 3D, qu'elles soient en scanner ou bien en IRM, pour la compréhension de l'anatomie dans notre métier. Alors, voici un autre exemple d'une acquisition qui est ici encore une IRM, où on voit donc 2 gros vaisseaux, le vaisseau qui a une forme de fourche là, qui est antérieur, qui est l'artère pulmonaire, et puis un vaisseau postérieur qui naît du VG et qui est l'aorte. Il s'agit donc d'une transposition, hein, des gros vaisseaux opérés en switch artériel. Là, vous êtes sur une acquisition qui n'est pas exactement l'acquisition classique dont tout le monde parle en IRM, mais qui est une acquisition qui a nécessité une injection de gadolinium. Donc, il s'agit d'une acquisition qui est plutôt réservée pour le foie au départ. On voit très bien les coronaires, on voit là on est passé, c'est juste en dessous. Il s'agit d'une acquisition qu'on appelle en Dixon. Voilà, là, on voit les coronaires, hein, qui apparaissent. Donc, c'est une acquisition qui relève beaucoup le contraste et qui permet justement de bien voir les petits vaisseaux. Donc voilà, l'IRM et le scanner en 3D. Alors, pour donc se promener dans un volume et pour visualiser une anatomie qui, dans nos spécialités à nous, est parfois très complexe et très différente de l'habituel. L'IRM et le scanner, ça permet aussi, quand on a fait une acquisition volumique, de travailler sur des objets en isolant une partie du volume qui a été reconstitué. Alors ça se fait en général par une combinaison d'exclusion et d'inclusion, c'est-à-dire qu'on peut travailler à remplir par exemple des volumes. Il y a des logiciels qui permettent de cliquer un petit peu comme si on injectait, imaginez qu'on injectait un colorant virtuellement, bien sûr, hein, dans un volume. Alors on voit le colorant qui se remplit et qui finit, par exemple ici, par donner une image d'aorte bien tortueuse, hein. Enfin, on peut le faire, ça c'est une IRM, hein, chez un enfant de 6 ans, 20 kilos.
19, ouais, donc oui, le grain est pas hyper bon, mais bon, c'est non irradiant et on travaille sur un petit enfant quand même. Donc on a isolé l'aorte, là c'est une aorte, mais on peut isoler l'artère pulmonaire, on peut isoler la structure que l'on souhaite afin de communiquer plus facilement avec son chirurgien et son équipe. Alors là, je suis dans l'anecdotique. Je voudrais pas que vous partiez ce soir en disant dans votre CHU qu'il faut faire ça, hein, parce que à ma connaissance, il y a quand même très peu de gens qui font ça. Et puis c'est pas hyper, ça prend beaucoup de temps et c'est pas très rentable. Ça, c'est de l'IRM anatomique chez un enfant de 5 jours, 2,8 kg qui avait en fait une fenêtre aortopulmonaire de type 2, c'est-à-dire assez haute placée. Et quand les fenêtres aortopulmonaires, donc une fenêtre aortopulmonaire, hein, c'est une déhiscence de la paroi qui sépare l'artère pulmonaire de l'aorte. Quand cette déhiscence, elle est très haut placée, elle est des fois difficile à voir en échographie. Alors, il y a des gens qui prétendent, et j'en fais partie, hein, que c'est sans doute toujours visible en échographie, mais bon, là, l'opérateur avait du mal, on lui avait proposé une IRM pour l'aider, et effectivement, on voit bien la communication entre l'artère pulmonaire qui est en arrière et en arrière de l'écran, et donc ça va gauche de l'écran, mais c'est la droite, hein. Et puis la partie de l'aorte qui, elle, est en avant. Donc on voit bien cette déhiscence. Donc une image un peu anecdotique et un peu exceptionnelle ici d'une IRM faite à 5 jours de vie. Alors là, on est sur de l'acquisition en 2D. On n'est pas sur de l'acquisition 3D. C'est-à-dire que quand j'ai acquis cette image-là, j'ai décidé de me mettre à cet endroit-là et je n'acquiers que cette image-là. Et il est totalement impossible après de venir faire une reconstruction comme je vous l'ai montré tout à l'heure en MPR. Je ne peux pas me promener dans un volume que j'ai acquis. Je n'ai pas acquis de volume, j'ai juste fait un film. Donc l'anatomie fine, c'est vraiment l'intérêt de ces imageries 3D, de ces imageries en coupe qu'on vous propose, donc scanner IRM. Il est clair que pour l'anatomie fine, le scanner a une prédominance évidente, hein. Il fait des images beaucoup plus jolies avec le fait que l'image soit jolie, on s'en fout, mais surtout la mesure est beaucoup plus fine en termes de millimètres, on fait moins d'erreurs. Le scanner, c'est quelque chose. Bon, j'ai encore une image qui a sauté, là, je suis désolé. Le scanner, c'est quelque chose qui est extrêmement fin et on trouve des renseignements sur les scanners qui sont tout à fait cachés et rigolos. Il arrive que l'on voit, excusez-moi, il a, je vais essayer de reprendre mon cours en parlant moins fort et moins vite. Il arrive que l'on voit sur les scanners des informations telles que les dessins qu'il y avait sur le t-shirt qui était porté par l'enfant. C'était l'image que j'avais ici, mais qui ne passe pas dans votre présentation. Donc ça, c'était la première partie, hein, la partie anatomie, qui est vraiment une partie fondamentale pour l'imagerie en coupe et l'apport de l'imagerie en coupe dans notre spécialité. L'imagerie en coupe permet de mesurer très précisément exactement ce que l'on veut. Surtout à partir d'une acquisition 3D qui n'est possible en gros qu'à partir de 5 ans pour l'IRM, à partir de la naissance pour le scanner. Et puis quand on ne peut pas, on fait du 2D en IRM, comme l'exemple que je vous ai montré. Alors maintenant, donc ça, la première partie montrait la prédominance du scanner. Là maintenant, on va rentrer dans une deuxième partie qui va montrer la prédominance de l'IRM. C'est la partie analyse fonctionnelle donc l'analyse de la fonction et de l'hémodynamique avec plusieurs types de séquences en IRM. Alors on peut faire la même chose, enfin on peut faire des choses assez proches en scanner, mais c'est différent, hein, et puis c'est beaucoup moins bien et beaucoup moins évolué et puis très irradiant. Donc, la première séquence que je voudrais vous présenter, c'est les séquences dites 4D flow. Alors, c'est des séquences qui sont très à la mode en ce moment. Il faut se méfier de ces phénomènes de mode, hein. Je ne dis pas que c'est des séquences qui ne servent à rien. J'en suis enfin, je suis très séduit par ces séquences, mais bon, il faut savoir mettre de côté la part mode de ces séquences et regarder ce qu'elles valent. Alors, elles donnent des acquisitions. Là, c'est un peu vieux cette diapositive, hein. Les acquisitions sont maintenant un peu plus rapides, peut-être autour de 5 à 10 minutes, pour avoir un volume en 3D plus temps.
qui est donc donne un volume à cœur battant avec la possibilité de visualiser le flux dans le volume qui a été acquis. Alors, c'est pareil, la diapo est vieille, là, le post-traitement n'est pas payant, mais par contre, il n'est pas facile, il n'est pas toujours intégré à la machine, ça dépend de sur quelle machine vous travaillez. Il existe en gros 3 types d'IRM aujourd'hui, du Philips, du Siemens et du GE. Ça marche vraiment bien quand on n'a pas les logiciels gratuits fournis par enfin, quand on n'est pas dans une situation privilégiée, ça ne marche bien qu'en ayant un système de post-traitement assez compliqué. Moi, j'utilise CVI42. C'est quand même beaucoup de temps passé pour avoir une réponse. Il faut aussi savoir que la résolution spatiale est assez faible. Par contre, ce qui est génial, c'est, alors ça, c'est une image de Francesca Raimondi. Je vais peut-être réussir à vous la faire jouer. Bon, elle ne veut pas jouer. C'est une image, vous voyez la résolution spatiale, là vous voyez un cœur de face, hein, en frontal, avec un ventricule que l'on voit ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris sur la partie inférieure et droite de l'image. Et vous voyez que la résolution spatiale, hein, de l'image est mauvaise. Donc là, l'image ne va pas jouer. Je pense que je dois pouvoir essayer de réparer tout ça quand même. C'est casse-pied que ça ne marche pas. Hop. Est-ce que vous me voyez là? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Ou bien personne? Moi, je vois un écran gris. Je ne sais pas pour les autres participants si vous voyez quelque chose. Donc, non, ils ne voient pas. Non. On voit un écran gris, noir. Eh ben, c'est dommage parce que moi je l'ai, mon film joue à l'écran, donc ça veut dire que c'est la résolution de la Oui, bande passante qui est pas bonne. probablement. Là, il y a vraiment rien qui apparaît pour vous? Non. Alors attendez, je vais essayer d'arrêter mon film. Est-ce que vous voyez ça? Bah, pour le moment, on a toujours l'écran gris. Bon, je suis vraiment désolé, c'est les conditions dingues de cet exercice qu'on essaie de faire là. Moi, je suis un imageur, hein, donc je vous montre des images, des films, des trucs. C'est sûr que c'est compliqué, hein. Là, il n'y a rien qui apparaît. Vous voyez pas là? Non. Bon, bah, j'arrête, hein. Donc, c'était le film que je voulais vous montrer où on voit le flux en fait sous la forme de streamline du sang dans ici un montage qui est un montage de dérivation caveau-pulmonaire. Je vais essayer de reprendre mon PowerPoint. Est-ce que l'image qui est à l'écran, vous la voyez là? Non, pas pour le moment. Là, on voit encore un écran gris. Mais au début, quand je parlais, vous voyez les images, ça Oui. marchait bien ou Les depuis le images, début là? bah, il y a des images qui apparaissent, mais après, maintenant, c'est gris en fait. On voit plus rien. Mais au début, oui, on voyait. Bon, oui, il y a des gens qui me rassurent en me disant qu'il ne faut pas que je déprime. Vous êtes gentil, merci de répondre, hein, par ce chat là. Écoutez, je vais reprendre à ce niveau-là. Donc, dans le fonctionnel, en premier, j'ai souhaité mettre le 4D Flow, qui donne donc de très belles images que je ne peux pas vous montrer, mais c'est pas un scoop, hein, si vous tapez 4D Flow, 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 hein, sur Google, vous allez tomber sur des images que vous allez reconnaître en général d'Aort, parce que c'est là-dessus que ça a été développé en premier, où on voit des acquisitions avec des reconstructions. On a l'impression de voir les globules rouges qui se déplacent. Enfin, voilà, donc c'est des images assez sexy en termes de comment on peut, nous, cardiopédiatres, les comprendre. Je voulais juste faire attirer votre attention sur le fait qu'il y a un effet mode évident et que le renseignement qu'elle donne est probablement moins important que ne veulent faire que certaines personnes veulent le dire. Voilà. Mais bon, c'est quelque chose de très bien qui est en cours de développement et qu'on utilisera probablement beaucoup dans les années qui viennent. Attendez, je vais reprendre mon diaporama complet. La deuxième chose que je vous propose dans l'analyse fonctionnelle avec l'IRM, c'est en fait le 2D flow, c'est-à-dire l'analyse des débits mais en deux dimensions. En fait, c'est la même technologie,
Mais de même que tout à l'heure, pour l'analyse de l'anatomie, je vous ai dit qu'il y avait le 3D qui était génial et puis que quand on ne pouvait pas, on faisait du 2D. Et ben, c'est pareil pour l'analyse des flux. Donc le 4D flow, c'est du 3D plus temps. Et quand on est en difficulté par rapport à ça, ou bien quand on veut des mesures plus précises ou quand on est dans un hôpital un peu moins riche, il n'y a pas de critique dans ce que je dis, hein, parce que c'est des logiciels qui coûtent cher. Et ben, on fait du 2D, c'était plus temps, c'est-à-dire c'est ce qu'on a fait pendant des mois et des mois. C'est des acquisitions qui sont beaucoup plus rapides, hein, qui durent environ 10 secondes. Il faut bien les placer perpendiculairement au vaisseau sur lequel on veut travailler. Donc là, il y a une erreur faisable, un biais qu'on peut induire. Si vous vous mettez à 45 degrés de votre vaisseau, bah, vous mesurez un flux avec un cosinus 45 degrés qui est incorporé. Et donc, vous avez un racine de 2 sur 2 qui intervient. Donc, vous mesurez du 70%. Hein. Vous faites 30% d'erreur avec une erreur de 45 degrés. Voilà un logiciel statique. Donc normalement vous devriez le voir. Bon, c'est un logiciel, c'est la suite IntelliSpace. Donc c'est quelque chose qui est plutôt dédié aux acquisitions Philips. Vous avez une acquisition 2D en haut à gauche où on voit l'aorte ascendante et l'aorte descendante. On est dans une acquisition qui est quasiment axiale stricte. On voit que l'opérateur a contouré l'aorte ascendante, c'est le trait jaune là. Alors en fait, c'est des contourages automatiques, hein. Il y a des logiciels qui sont assez bien faits maintenant qui contourent tout ça. On a juste à vérifier. Et puis le logiciel, une fois que le contour est fait, calcule la vitesse et le diamètre et la surface de l'aorte et donc peut intégrer tout ça et faire des calculs de débit. Donc là, on voit qu'on a 58 millilitres d'éjectés par cycle cardiaque. On a une mesure de la fraction de régurgitation qui ici est nulle, hein. Il y a 2% de fraction de régurgitation. Ça, c'est le débit qui rentre dans les coronaires en diastole. Hein. Donc il n'y a pas de régurgitation sur ce patient. Voilà, donc une technique qui est maintenant bien robuste, bien développée, qui permet de faire des mesures de flux avec, avec une précision de la mesure, ça c'est important, qui est probablement la meilleure qu'on puisse faire par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on est inférieur à 10% d'erreur. La grande force de l'IRM fonctionnelle donc dans le flux, c'est qu'elle est précise. Sa grande faiblesse, c'est qu'elle est pas tellement, on peut pas la faire plein de fois. Ceux d'entre vous qui ont fait du KT ou qui font du KT et qui font de la Swan-Ganz par exemple en KT savent que quand on fait une mesure de flux en Swan-Ganz, on la fait 5 fois la mesure. On élimine ou 6 fois, on élimine la valeur plus aberrante et puis on fait la moyenne des autres, quoi. Et donc on fournit finalement quelque chose qui est assez juste en KT, mais parce qu'on a gagné de la précision en effectuant plusieurs fois la mesure et en faisant une moyenne. Voilà, l'IRM, on ne fait qu'une seule fois la mesure, donc on gagne du temps, c'est pas invasif. Voilà, et la précision intrinsèque est de l'ordre de 10%. Ce qui est bien, hein, c'est quand même pas mal. Voilà un autre exemple ici sur donc vous avez en haut à gauche l'image sur laquelle on travaille. Hein, vous reconnaissez un corps, un thorax en vue sagittale, hein, avec la colonne vertébrale sur la partie gauche de l'image qui correspond à l'arrière. On voit la graisse là qui est devant, donc il s'agit de quelqu'un qui n'est pas tout maigre. Et puis on voit une artère pulmonaire qui est ici gentiment mentionnée comme artère pulmonaire droite, sinon je n'avais pas trop le moyen de le savoir. On voit que l'opérateur a fait un flux dessus. Alors pourquoi faire un flux sur l'artère pulmonaire droite? Et puis surtout, qu'est-ce que c'est que ce flux qui a l'air d'être continu? Et bien sûr, c'est parce qu'il s'agit d'une DCPT, hein, d'un montage en dérivation cavo-pulmonaire totale. Et on mesure ici en fait un flux continu parce que c'est le flux dérivé de l'apport par la veine cave supérieure et par la veine cave inférieure qui se jette directement dans l'arbre pulmonaire. Voilà. Le troisième exemple dans le domaine de l'analyse fonctionnelle et donc dans le domaine préférentiel, alors je me répète, de l'IRM. Troisième exemple, l'analyse des volumes et donc indirectement des fractions d'éjection, puisque je vous rappelle qu'une fraction d'éjection, c'est jamais que le rapport de deux volumes. Donc ça se fait, alors ça peut se faire en scanner, hein, sachez, simplement c'est irradiant parce qu'il faut un scanner en systole, un scanner en diastole.
c'est pas très précis parce que comme on veut pas irradier trop, et ben on n'aura pas précisément la systole et précisément la diastole. Voilà, et donc c'est vraiment le domaine d'excellence de l'IRM qui va faire des acquisitions comme ça qui vont durer. Alors ça dépend totalement des antennes qu'on a en IRM. On peut gagner de la vitesse avec des antennes qui ont plusieurs canaux. Ça dépend de la modernité de votre logiciel. Mais on tourne quand même sur des acquisitions qui vont maintenant autour de 3 à 5 minutes, 10 minutes si vous avez une très vieille machine. Qui sont compatibles en respiration libre. La respiration libre ne rallonge pas l'acquisition puisqu'en fait on acquiert tout le temps mais on ne fait pas de pause. Donc plutôt que de faire une acquisition de 10 secondes et puis 20 secondes de repos puis on recommence, ben, on acquiert 30 secondes. Voilà, ça chauffe le patient hein, quand on est en respiration libre parce que c'est un petit peu un micro-ondes pendant 5 minutes. Donc ça chauffe un petit peu le patient, mais c'est tout à fait possible si vous avez un gamin ou juste un adulte un peu incompétent sur le plan de la gestion de tes émotions, de la compréhension. Voilà, n'hésitez pas à faire tout ça en respiration libre. Voilà un exemple d'analyse. Hein, c'est le même logiciel, enfin la même série logicielle que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est de l'IntelliSpace, donc c'est du Philips. On fonctionne toujours maintenant sur ces logiciels un peu performants, un peu plus performants qu'avant. On fonctionne toujours sur de l'analyse en 2 plans, en deux coupes perpendiculaires. On a toujours, en général, on met une coupe petit axe pour faire les contours et c'est dans celle-là qu'on fait les contours. Et puis on repère les contours que l'on fait dans une autre coupe qui peut être une 4 cavités ou bien une 2 cavités. Ici, c'est une 3 cavités qui a été choisie, c'est un mauvais exemple. Et donc, vous avez sur l'image qui apparaît sur votre écran, là, vous avez les 2 vignettes d'en haut qui sont la systole et la diastole en petit axe sur lequel je vais devoir contourer manuellement. Et puis, vous avez en bas la position de ces deux coupes petit axe pour que je puisse me repérer et mieux comprendre et mieux éviter les difficultés. Le contourage, là, soit vous le faites automatiquement et la mesure est complètement fausse et ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, franchement, faites une mesure échographique, ce sera plus fiable. Soit vous voulez le faire de façon fiable en IRM et ça va vous prendre 15 minutes, 20 minutes. C'est quelque chose qui prend du temps. Tous les systèmes automatiques sont défaillants. Donc, aujourd'hui, tous ceux que je connais, alors je ne veux pas insulter l'avenir, peut-être qu'on va arriver à des systèmes meilleurs, mais aujourd'hui, c'est vraiment du contourage manuel, avec des difficultés de plusieurs ordres qui ont bien été documentées dans la littérature. Hein. Vous pouvez trouver ça facilement si vous cherchez, mais en gros, les difficultés sont de l'ordre de la définition, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est que l'intérieur d'un ventricule, et notamment, est-ce que les piliers, est-ce que les trabéculations doivent être retirées d'un ventricule. Alors finalement, les recettes que je vous donne là, sont assez consensuelles. La plupart des gens les laissent en sachant qu'ils font une erreur, mais que cette erreur est inférieure à celle qu'ils feraient s'ils les enlevaient. Parce qu'enlever les trabéculations, c'est très compliqué, on n'y arrive pas. Et en plus, il y a des effets de bord qui font qu'on en enlève toujours un peu plus que ce qu'on devrait. Et donc, finalement, on fait moins d'erreurs en les laissant. Mais vous voyez, donc il y a des problèmes de définition, et puis il y a des vrais problèmes de compréhension, et c'est vraiment un problème difficile que de contourer à la main, sans s'énerver pendant 20 minutes. À quoi ça sert de faire cette mesure de volume? Une des applications les plus connues, les plus fréquentes que je vous propose, c'est la mesure précise du volume télédiastolique du ventricule droit, dont vous aurez forcément un jour besoin, puisque c'est une des méthodes qui a été proposée initialement par M. Gazzulli pour décider du timing de la revalvulation pulmonaire dans les phallos adultes. Donc initialement, on revalvait sur un volume, hein, enfin on avait l'idée que quand le ventricule droit se dilatait trop, et notamment quand il dépassait une norme qui est aujourd'hui admise autour de 160 millilitres par mètre carré, il était temps de revalver la valve pulmonaire d'un phallo. Bon, il y a d'autres façons de le faire. Une autre façon de décider, c'est de chercher la fraction de régurgitation de la fuite, qui doit être pas trop importante, et en tout cas inférieure à la fraction d'éjection du ventricule droit.
Ça, c'est une méthode un peu plus moderne, mais un peu compliquée. Et puis, de toute façon, la fraction d'éjection du ventricule gauche doit aussi être prise en compte. Et il est clair que quand on revalve un falot après que sa fraction d'éjection se soit altérée à cause du VD, eh ben, c'est déjà trop tard. Hein, donc, la mesure des volumes et des fractions d'éjection, c'est très utile, notamment dans le falot. Donc, je vous disais qu'en scanner, on peut le faire, hein, mais c'est beaucoup plus irradiant. En scanner et en IRM, je ne sais pas pourquoi ça apparaît en scanner, là, c'est idiot ce truc-là. Il faut que je me plaigne auprès de la personne qui a fait. Non, excusez-moi, c'est moi qui ai fait le diapo, mais vraiment, il est juste un peu vieux. La perfusion myocardique peut être visualisée en scanner et en IRM aussi, hein. Il y a des séquences de perfusion en IRM qui marchent très bien et qui peuvent montrer des défects de perfusion lorsque les coronaires sont impactés, qui, à ma connaissance, en tout cas dans mon expérience à moi, me servent plutôt à dépister des erreurs d'homogénéité du myocarde, notamment dans des maladies fibrosantes où la fibrose n'est pas massive. C'est sûr que quand on a une fibrose totale, quand on a une zone qui est infarcie, tous les logiciels le verront, tous les systèmes le verront, il n'y a aucun mérite à ça. C'est difficile de voir une zone fibrosée quand elle est simplement un peu fibrosée. Et la perfusion peut être un bon moyen de voir ça, avec une perfusion un peu tardive, parce qu'en finalement, le délai d'évacuation du gadolinium dans le myocarde précoce est différent dans le myocarde fibrosé que dans le myocarde sain. Et donc, on arrive à voir des choses avec la perfusion en scanner et en IRM. Donc là, j'ai fait une transition subtile puisque je suis en train de vous parler de détection de la fibrose. Et en fait, le troisième domaine d'analyse du scanner et de l'IRM dans notre métier de cardiopédiatre et de pédiatre et de cardiologue congénital, c'est l'analyse tissulaire, c'est la caractérisation du tissu. Quand est-ce qu'on va se poser cette question? Et ben, dans plusieurs familles de pour plusieurs familles de questions. La question là où c'est le plus évident, c'est quand on a une masse. Quand vous avez une masse cardiaque, c'est pas facile en échographie de dire ce que c'est. Vous avez un gros machin au milieu de l'oreillette gauche, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le domaine de prédilection de l'IRM qui va vous permettre de détecter, de caractériser tissulairement la masse, de dire voilà, c'est de la graisse, donc c'est de la graisse, donc c'est un lipome. Ou bien tiens, c'est une masse qui ne prend absolument pas le contraste, donc c'est probablement un thrombus. C'est une masse qui prend le contraste et qui garde le contraste plus longtemps que le reste, donc c'est probablement de la fibrose, donc c'est la fibrome. Voilà. Donc l'IRM cardiaque en caractérisation de la masse tissulaire, la masse en caractérisation de la de la masse d'une masse intracardiaque, ça c'est évident. Et puis les deux autres éléments où on en aura besoin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la caractérisation, le dépistage de la fibrose, et puis la détection de l'œdème. Alors sachez, ça c'est des grands éléments que vous devez avoir en tête, que on utilise classiquement, quand on veut voir de l'œdème, une pondération T2 qui va faire sortir l'œdème en hyperclarté. Et puis, quand on cherche de la fibrose, on fait plutôt de la cartographie T1 ou bien du rehaussement tardif, c'est-à-dire qu'on va utiliser le principe que je vous ai décrit tout à l'heure quand je parlais de la perfusion, c'est-à-dire le fait que la cinétique de vie du gadolinium dans le tissu fibrosé n'est pas la même que dans le tissu sain. Et donc, si on attend un peu, si on attend 10 minutes après l'injection, on va avoir du gadolinium qui va rester, qui va encore être présent dans les tissus lésés, dans les tissus fibrosés, alors qu'il aura déjà disparu des tissus sains. Attention, ce que je viens de dire est exactement pareil pour l'œdème. C'est-à-dire que si vous avez un œdème massif lié à une myocardite massive et que vous faites une séquence dite de rehaussement tardif, vous aurez un rehaussement tardif à J3 de votre myocardite massive, non pas parce que c'est fibrosé, mais parce qu'il y a de l'œdème à cet endroit-là et que l'œdème et la lyse tissulaire fait que le gadolinium met plus de temps à évacuer la zone qui a été lésée, sans même qu'elle soit fibrosée.
Voilà, donc l'analyse tissulaire, ça sert pour l'œdème, pour la fibrose, pour la détection des masses. Je vous ai mis là quelques exemples, hein. Donc ça, c'est un exemple statique. Donc normalement, vous devez le voir. Vous voyez un ventricule gauche dans une coupe dite deux cavités, hein, avec l'oreillette gauche qui est à droite de l'image et le ventricule gauche qui est à gauche de l'image. Et puis, vous voyez deux choses. Vous voyez une espèce de masse noire foncée là, appendue à la paroi supérieure du ventricule gauche. Alors, il y a quelqu'un qui m'a coupé la parole, c'est pas grave. Donc, Est-ce que vous pouvez, voilà, donc Bilal Algérie, Alexis Barras, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Voilà. Bon, c'est à vous. Oui, mais c'est pas grave. Je suis époustouflé par votre discipline, hein. On n'entend personne. Enfin, bravo. J'ai déjà fait des vidéoconférences plus compliquées que ça, hein. Donc je disais, là on voit cette masse, hein, cette espèce de chapeau de Napoléon là, noir. Bon, ça c'est un thrombus, hein, qui est collé à la paroi antérieure antérieure et supérieure du ventricule gauche. Thrombus, pourquoi? Parce que c'est noir, ça ne prend absolument pas le gadolinium. Et puis surtout parce que on voit pour le coup que la paroi en regard du thrombus est toute fine, voire même probablement blanche. Là, le blanc, c'est peut-être un petit peu d'épanchement péricardique, mais peut-être aussi un petit peu de la paroi. Et donc, une paroi blanche après une injection de gadolinium, ça veut dire qu'elle est fibrosée. Ah, donc, on est là sur une image d'infarctus antérieur avec un thrombus. Voilà, donc, c'était juste pour illustrer l'intérêt de l'IRM dans la caractérisation tissulaire. Ça, c'est une autre image, ça c'est de la cartographie T1. C'est une image qui est issue d'une étude qu'on a faite au CHU de Nancy il y a une dizaine d'années sur l'intérêt de la cartographie T1 dans la détection des fibroses chez un Duchenne. Donc, vous reconnaissez le rond. Je crois que vous ne voyez pas ma souris quand je me promène, hein. Ou est-ce que vous la voyez, la souris? Et on voit le pointeur. Oui, on le voit, d'accord. Donc là, le pointeur se promène sur le myocarde du ventricule gauche. On voit un myocarde qui est globalement homogène, c'est-à-dire qu'il a globalement la même couleur. Bon, il y a des artefacts, il y a des erreurs, mais globalement, il a la même couleur. Et puis, ce qu'on voit, c'est que dans cette partie ici, c'est-à-dire inférieure et latérale, on voit que là, pour le coup, on est sur une autre gamme de couleurs, et donc un myocarde qui n'a pas le même T1, tout simplement parce qu'il est fibrosé, hein. Je vous rappelle que les Duchenne c'est une maladie qui est fibrosante, avec une fibrose qui se fait de façon majoritaire là où la contrainte pariétale du ventricule gauche est la plus forte. Et si vous réfléchissez en termes de loi de l'action et de la réaction, hein, c'est des lois très simples que vous avez dû voir en seconde ou en première, hein, de votre lycée. À partir du moment où l'éjection du sang se fait dans l'aorte qui est en antéroseptale, donc là où il y a ma souris, ça c'est l'aorte. L'éjection se fait comme ça. Donc le sang va, puisque le cœur va pousser le sang comme ça, et ben le sang va pousser le cœur dans l'autre direction. Et donc c'est l'autre direction qui reçoit la contrainte pariétale la plus forte et qui fibrose en premier. Donc le T1 permet de détecter la fibrose, de même que ici la rétention tardive l'avait permis sur une image statique ici d'infarctus, ici de maladie fibrosante. Je vous ai pas mis d'image en T2, mais on pourrait faire exactement la même chose sur du T2. On a utilisé le T2 beaucoup sur la détection des myocardites, et puis sur la détection de façon plus anecdotique du rejet de greffe cardiaque. Et donc certaines équipes utilisent le T2 pour prédire la survenue d'un rejet aigu tissulaire, et donc pilotent la gestion de leurs anti-rejets comme ça. Bon, c'est un petit peu de l'ancien monde, parce que de toute façon, depuis qu'on a des 4 familles d'anti-rejets, maintenant on n'a quasiment plus de rejet de greffe, hein. Voilà, donc je reviens à mes moutons. En conclusion, l'imagerie en coupe
c'est vraiment un des piliers de la cardiopédiatrie. C'est un pilier qui a été utilisé pendant longtemps par les radiologues. Et là, je milite, c'est mon cheval de bataille, mais s'il vous plaît, entrez dans cette discipline, je veux dire, attrapez, empoignez vous-même les logiciels de MPR, faites des reconstructions à votre envie, des acquisitions 3D qui seront faites par vos radiologues, et vous allez vraiment monter à une échelle supérieure de compréhension des anatomies dans lesquelles vous allez travailler. Les staffs sont pas pareils, hein. Quand on dit j'ai eu l'impression en échographie que c'était petit, et quand vous arrivez et que vous dites bah, j'ai mesuré et voilà, ça fait tant de millimètres carrés. Donc c'est un peu compliqué de rentrer là-dedans, mais ça vaut le coup. Pour l'anatomie, le scanner aujourd'hui est plus fort que l'IRM. Pour la fonction et l'analyse tissulaire, aujourd'hui l'IRM est plus fort que le scanner. Je vous laisse. Est-ce que vous voyez ce qui passe à l'écran? Là, oui, on voit très bien les boucles. Ah, bah c'est super parce que c'est ce que j'ai de plus beau à vous montrer. Ça, c'est de la science-fiction. Ça n'existe pas encore. N'allez pas demander ça chez vous à votre radiologue. Ça, c'est quelque chose que je fabrique dans mon unité INSERM à partir d'une reconstruction un peu compliquée qu'on est en train de développer, qui n'est pas commercialisée. C'est en fait du 4D, du 3D plus temps, isotrope. Donc là, je ne vais pas tourner les droites parce que l'image est fixe, et donc c'est plutôt le film est déjà tourné. Donc je ne peux pas tourner les droites, mais croyez-moi, on est dans un logiciel MPR. Chacune des 3 images en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche, chacune de ces 3 images est définie par la position des droites dans les 2 autres images. Donc l'image en bas à droite, qui ressemble à une cavité, en fait, c'est pas vrai parce que il y a deux vaisseaux, il y a deux ventricules et 2 gros vaisseaux. Donc cette image-là, elle est définie par la position de la droite verte dans les 2 autres images. Donc ici, il s'agit d'une transmission des gros vaisseaux en Senning. Donc vous avez un ventricule. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'anatomie, peu importe. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est capable aujourd'hui de faire du 4D en imagerie. Ce que je vous ai montré en 3D fixe tout à l'heure, ça existe aussi en 3D plus temps. Et ça, à mon avis, ça va arriver sur le commerce dans les 5 ans, 10 ans. C'est probablement ça l'avenir de notre discipline d'imagerie 3D, c'est l'imagerie 4D, où vous serez capable de montrer un cœur battant dans n'importe quel angle, avec des reconstructions 3D comme vous avez ici en haut à gauche, des reconstructions donc, mais aussi où vous êtes capable en fait, redécouper votre volume et de présenter n'importe quel plan en cœur battant. Vous pouvez montrer donc la diminution du calibre au cours de la systole. Voilà. Alors, si vous regardez bien, vous vous rendez compte que la résolution spatiale n'est pas très très bonne, hein, parce qu'on est encore en train de travailler, excusez-nous, hein, c'est dur, mais il y a, et puis vous voyez bien que dans certaines coupes, la résolution est meilleure que dans d'autres, parce qu'on n'est pas dans de l'isotrope parfait. Voilà, mais ça, c'est probablement l'avenir de notre discipline, et je pense que nos staffs seront différents quand on ne montrera plus une échographie, mais quand on montrera ça, et que le chirurgien dira bah tiens, montre-moi la valve truc, et puis que vous cliquez 3 fois, vous tournez 2 fois votre ligne bleue, et poum, il y a la valve qui apparaît à l'écran. Voilà. Ouais, excusez-moi, j'avais juste envie de vous faire partager mon enthousiasme. Voilà, ça c'est la fin de ce diaporama qui est un diaporama de secours, hein, donc excusez-moi pour ça, je n'ai pas pu vous passer ce que je voulais. Est-ce que vous avez envie de discuter, et est-ce que vous avez envie que je réponde à des questions? Donc là, les participants, vous pouvez activer vos micros si vous voulez participer de vive voix. Sinon, si vous voulez écrire, il y a le chat aussi. Je vous laisse peut-être 30 secondes, à moins que vous soyez tous en train de dormir. Non, même pas.
Bon, alors je vois que ça veut dire que tout le monde est serein. Euh, Il y a une question, je pense, qui arrive. Oui, Voilà. utilisation de l'IRM dans les. Alors attendez, je sais pas tout. Dans Dans les... les myocardites, facteur de mauvais pronostic. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre toute la question. Donc la question, telle qu'elle est tapée, c'est utilisation de l'IRM dans les myocardites. 2 points, facteur de mauvais pronostic. Donc l'IRM dans la myocardite, elle sert chez l'adulte, en tout cas, ou en tout cas chez le grand, elle sert déjà à amener une sérénité dans le diagnostic. C'est-à-dire que vous avez toujours chez l'adulte vous avez quoi comme tableau? En fait, vous avez un tableau de fraction d'élection altérée et de troponine élevée. Donc il faut quand même écarter une ischémie. Ce qui est évident chez un enfant de 3 ans qui n'a pas été opéré. Mais bon, quand sur un jeune de 18 ans qui a déjà été opéré, qui a peut-être eu une réimplantation par exemple, des coronaires, voilà, on peut se poser des questions. Donc ça, le premier intérêt immédiat, c'est le diagnostic, puisque dans l'IRM, vous aurez soit aucun œdème visible, auquel cas vous pouvez dire qu'il s'agit de quelque chose de petit et dont on peut être rassuré, soit vous aurez un œdème de visible et il sera sous-épicardique, c'est-à-dire qu'il va épargner l'endocarde. Par opposition à l'IRM de l'infarctus qui lui va prédominer sur l'endocarde. Donc ma première réponse, l'IRM dans la myocardite, ça permet de conforter le diagnostic de myocardite. Vous avez de façon stricte une réponse, oui, cet enfant est en train de faire une myocardite. Non, il n'y a pas lieu d'aller faire de coro ou je ne sais pas quoi. Alors, c'est évident sur un gamin de 5 ans, hein, mais mettez-vous dans le cas que je viens de décrire là, d'un gamin qui a eu une réimplantation des coronaires, qui a eu une chirurgie aortique de la racine de l'aorte, avec une aorte déformée et qui a des signes avec des tropos qui montent, bah, ça peut très bien aussi être un microthrombus sur une racine de l'aorte déformée. Enfin voilà, donc on a besoin de répondre à ça. Ensuite, la question là, c'est facteur pronostic. Là, j'ai plus de mal à vous répondre parce que, à mon avis, c'est pas quelque chose de très clair. Euh, il est, il est, il est clair que il y a des cas, on a tous des cas de très mauvais pronostic de patients qui ont été greffés ou qui sont morts avec des images en IRM effroyables où on voyait 14 segments sur 17 attaqués par la myocardite. Voilà. Donc bien sûr que l'extension de l'œdème à J3, J4, enfin, au moment où vous faites votre IRM, bien sûr que l'extension de l'œdème est un facteur pronostic. Mais une fois qu'on a dit ça, donc en gros, quand il y a une énorme extension, bah, c'est de mauvais poil, mauvais signe. Quand il y a une toute petite extension, c'est de bon signe. Mais c'est quand même difficile d'en dire plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez 2 fois plus je sais pas, vous avez 3 segments cardiaques attaqués marqués par votre œdème, ça ne veut pas dire que le pronostic est 3 fois moins bon que s'il y avait qu'un seul segment. Donc c'est pas du tout linéaire. Voilà. Donc est-ce qu'on peut considérer que l'extension de l'œdème est un facteur pronostic? Oui, mais pas linéairement. Et donc c'est quelque chose de très difficile à manipuler. Et puis, vous avez œdème et œdème, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une extension importante, mais un œdème qui finalement est assez diffus et qui finalement ne donne pas de fibrose importante. Donc la plupart des gens pense que si on devait parler de facteurs pronostiques, il faudrait plutôt qu'on parle non pas de l'œdème en aigu, mais de la fibrose. Et la fibrose, si on veut la séparer de l'œdème, il faut attendre qu'il y ait eu une guérison, puisque c'est les mêmes, enfin c'est la caractérisation divers avec des séquences assez proches qui permettent de répondre.
Et donc, il y a des équipes qui ont dit, et peut-être que dans vos CHU ou dans vos hôpitaux, c'est ce qu'on fait, il y a des équipes qui ont dit, bon, on va faire une IRM à 3 jours pour authentifier la myocardite, et puis on recommencera à 3 mois pour cette fois-ci authentifier la zone de fibrose résiduelle. Donc moi, j'ai travaillé pendant 8 ans au CHU de Nancy où on faisait ça à l'époque, et on a arrêté parce qu'en fait, ça n'apporte aucun renseignement réel. C'est-à-dire que l'existence d'une zone de fibrose importante ou faible à l'IRM n'est pas pronostic de la survenue d'une tachycardie ventriculaire plus tard. C'est plus compliqué que ça. Voilà, donc oui, l'IRM apporte des renseignements. Est-ce que ces renseignements sont directement exploitables et directement rentrables, peuvent directement être entrés dans un algorithme qui permet de donner un pronostic? Ma réponse est à ce stade, non. Excusez-moi, est-ce que je peux compléter ma question? Oui. En fait, c'est pour la sensibilité de l'IRM pour faire le diagnostic de myocardite. Parce que récemment, dans le cadre des pseudo-syndromes de Kawasaki pour lesquels on a réalisé des IRM myocardiques, Oui. il y a une étude qui a été lancée au niveau national. Et en fait, dans les critères d'inclusion, il y avait la présence de l'IRM cardiaque qui avait été réalisé, mais uniquement pour les enfants de plus de 6 ans. En précisant que pour les enfants de moins de 6 ans, la réalisation de cette IRM cardiaque était moins sensible. En fait, la caractérisation tissulaire est quasiment impossible pour des fréquences cardiaques supérieures à 100 battements par minute. D'accord. C'est un élément que j'aurais dû dire tout à l'heure. Alors, il y a des artefacts, on peut contourner ça en utilisant des séquences programmées tous les 2 battements, par exemple. Et du coup, on arrive à retomber sur nos pieds, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de faire de la caractérisation tissulaire chez le petit, quoi. En fait, c'est des techniques qui ont été développées chez l'adulte pour l'infarctus et qui, petit à petit, sont étendues. Mais personne n'a jamais travaillé chez l'enfant. Donc, il n'y a pas de séquence développée pour. Donc, il faut prendre les séquences, il faut tordre les paramètres pour y arriver. C'est pas très facile. Hein. Alors, on bavarde là, hein, mais moi, les 7, je ne sais pas comment on les appelle, moi je les appelle des Kawasaki, là, les 7 Covid Kawasaki-like qu'on a eu, nous, à Strasbourg, il n'y en a aucun qui a d'anomalie IRM. Non, mais en fait, c'est effectivement le cas dans tous les CHU. Chez nous, à Marseille, c'est pareil. À Lyon, a priori, c'était la même chose. Les enfants qui avaient ce tableau-là avaient toujours des IRM Normal, quoi. sans argument pour une myocardite. Ouais. Bon. Entre-temps, il y a un autre truc qui est passé sur le chat. Il y a marqué, pour les MAPK, est-ce que le scanner suffit ou y a-t-il un intérêt à faire une IRM pour l'étude tissulaire? Alors, je ne comprends pas la question parce que pour le coup, pour voir une MAPK, évidemment, le scanner est meilleur que l'IRM. Les MAPK, c'est ce que j'appelle de l'anatomie. Hein, et donc, pour l'anatomie, j'ai toujours dit que le scanner était plus sensible que l'IRM, plus propre, la résolution spatiale est meilleure. Et en plus, quand on se pose la question d'une MAPK, c'est pas à 6 ans, c'est pas à 8 ans, enfin rarement, hein, c'est en général à 4 jours de vie. Et du coup, la question ne se pose pas vraiment. Est-ce que la personne qui a parlé là peut m'expliquer qu'est-ce qu'elle voulait dire? Pourquoi elle parle d'analyse tissulaire pour une MAPK? Bon, elle est peut-être plus là ou il n'y a pas de micro. Bon, en tout cas, voilà, je ne sais pas répondre mieux que ça. L'analyse d'une MAPK, pour moi, les MAPK, c'est en gros, on est dans le monde des absos et dans le monde des absos jeunes, hein, puisque on se pose rarement la question à 18 ans. Enfin, et donc, l'IRM n'a pas tellement sa place. Enfin, ça va être super difficile. Alors, l'avantage de l'IRM, quand même, pour que je vende un peu le truc que j'aime là, l'avantage de l'IRM, c'est qu'il existe aujourd'hui des séquences d'angiographie multitemps en IRM. Je ne vous en ai pas montré.
c'est des séquences qui permettent, si vous voulez, de faire une angiographie, mais au lieu comme en scanner, mais au lieu de la faire sur 10 secondes, on va la faire sur 40 secondes. Au lieu de la faire sur 1 seconde, on va la faire sur 40 secondes. Et donc, vous êtes certain de pouvoir visualiser le passage de votre marqueur, de votre traceur dans la section anatomique que vous cherchez. Alors ça vous paraît rigolo ce que je dis, mais enfin anecdotique peut-être, mais c'est une des difficultés du métier. Quand vous avez une anatomie de dingue, c'est difficile de savoir à quel moment le bolus va passer, surtout si vous ne savez pas par où il va passer. Et donc il n'est pas toujours très facile de savoir, et on peut se tromper. Voilà. Donc l'avantage de l'IRM, le seul avantage peut-être que je vois à l'IRM dans ce domaine-là de recherche de vascularisation un peu bizarre, c'est qu'elle permet de faire des angiographies 3D multitemps. Avec en fait ça fonctionne avec un masque qui est acquis mettons en 15 secondes au début et qui va être soustrait après d'une acquisition qui elle va être faite toutes les 4 secondes par exemple. Et donc vous pouvez donc vous enlevez le bruit, le masque est soustrait en fait et donc vous récupérez que le vasculaire. Et ça permet de rattraper des situations assez difficiles où en fait vous saviez pas qu'il y avait ça, mais vous le voyez finalement sur un temps veineux tardif, alors que sur le temps veineux initial vous l'aviez pas. Enfin voilà. C'est le seul intérêt que je vois à l'IRM dans cette pathologie-là. Je pense que la personne elle a fait un complément d'information. Donc, si vous voyez le chat, c'est la dernière. Ah, Alcapa, pardon, oui, Alcapa, pas Babka. Oui, d'accord. Ah oui, alors je comprends mieux. Alors, là, on est dans deux domaines différents. Hein, on est dans deux domaines différents. Donc, il y a soit la malformation de naissance, donc l'Alcapa, par exemple. Les Alcapa, ça se diagnostique à l'échographie. Hein. Enfin, si vous avez un doute, vous faites un scanner synchronisé. L'IRM n'a pas beaucoup de place. Soit on est dans l'analyse à distance d'une réimplantation de coronaire. Peut-être que c'est ça dont vous parliez. Et donc, du coup, par exemple, une transposition des gros vaisseaux, analyse des coronaires à 6 ans. Alors, je ne sais pas si ma réponse est conventionnelle. Je ne sais pas s'il y a une convention par rapport à ça. En tout cas, je vais vous dire ce que moi je pense. Si vous cherchez à voir les segments initiaux de des coronaires, si vous cherchez à voir déjà peut-être à retrouver le montage, parce que des fois les patients n'ont pas été opérés chez vous et donc vous n'avez plus de compte rendu opératoire, l'IRM est un bon élément. Donc moi je fais une IRM 3D à tous mes gooch qui viennent me voir. Comme ça, je refais l'anatomie complète, je connais leurs coronaires, je sais comment elles sont implantées. Et puis, je me sers aussi de l'IRM pour voir l'implantation des coronaires dans les réimplantations chirurgicales vers 6 ans, 8 ans. Alors des fois à 6 ans, ils sont turbulents, ça ne marche pas. Donc je dis aux parents, c'est pas très grave, on recommence dans 2 ans, et puis 2 ans après, ils sont plus cool, et puis ça marche bien. Voilà. Mais je sais que je ne vois pas la totalité de mes coronaires, je ne vois à 8 ans, hein, je ne vais voir que les segments initiaux. Voilà, donc peut-être qu'il y a aussi une place pour un contrôle irradiant de type coroscan ou de type coronarographie qui irait voir plus loin, hein, parce qu'il n'y a probablement pas que des problèmes sur les segments. On peut considérer qu'il y a probablement un problème, j'ai envie de dire, de chirurgie. C'est-à-dire, est-ce que le chirurgien a bien fait son truc et est-ce que la coronaire est bien implantée de façon normale, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe, etc. Voilà. Ça se verra à l'IRM. Par contre, s'il y a une évolution, si c'est distal, ça vous le verrez pas en IRM. Il n'y a pas à mon avis, il n'y a pas de consensus pour ça. Je ne sais pas ce que les différents CHU font. Donc moi, tout ce qui est douleur thoracique, choses comme ça, je vais faire un coroscan. Tout ce qui est réimplantation de coronaire anormale, je vais faire une IRM en première intention. Si je suis inquiet, que j'ai mal vu, je vais faire un coroscan derrière. Et puis tout ce qui est de naissance, Alcapa, choses comme ça, c'est de l'échographie ou du scanner.
Voilà. Pour la question intermédiaire qu'on a zappée là, nous à Nancy, on a un enfant qui a fait un tableau de Covid Kawasaki avec un œdème diffus. D'accord. Bon, bah c'est Oui, à ma bonjour. connaissance. C'était pas une question, Ouais, c'est juste que ça avait été dit que d'accord. à Marseille et Lyon, personne n'avait eu d'IRM Ouais, pathologique et j'informais juste au ouais, passage que nous, ouais, on en a eu un qui avait une IRM très ouais. pathologique. Voilà, c'était juste pour Juste pour information. savoir, il avait combien de signes de Kawasaki? Alors, il n'y avait pas de vrai tableau clinique de Kawasaki, justement. C'était un enfant qui est arrivé dans un tableau plutôt sceptique avec une suspicion de porte-entrée digestive qui n'a jamais été retrouvée, avec une D'accord. écho qu'on avait similaire à un autre tableau Et de pourquoi vous l'avez mis dans les Covid alors? Il eh ben parce était. qu'on n'a retrouvé aucun germe et il était sérologie IgG et IgM positive avec un tableau de dysfonction VG, d'élévation de tropo. C'était pas vraiment les myocardites habituels, c'était pas vraiment un tableau de Kawasaki, mais nous on en a eu deux et aucun n'avait vraiment de signe de Kawasaki franc. D'accord. Ok. Voilà. Et lui, pour le coup, a eu secondairement une atteinte cardiaque très importante avec un œdème diffus, une grosse hypertrophie, enfin un aspect hypertrophié lié à l'œdème en écho, mais qui est apparu, on va dire, secondairement au cours de sa prise en charge avec quelques jours d'hospitalisation. Et l'IRM était franchement très pathologique. Bon, c'est intéressant. Excusez-nous, hein, parce qu'en fait, on bavarde et puis on s'éloigne un peu du sujet du cours, quoi. Mais Oui, oui, non, mais voilà. voilà. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur quelque chose? C'est compliqué hein, de faire un cours de radio à distance. Quelle heure il est là? Il nous reste un quart d'heure. Moi, le problème, c'est que les PowerPoint que je vous ai préparés, en fait, ils passent sans le son, donc c'est pas très intéressant. J'ai ceux de Karine Fraisse et de Francesca Raimondi, mais c'est pareil, ils passent. Après, je pense que vous pouvez les partager peut-être et commenter vous-même les diapos comme vous avez fait avec votre diapo, si vous le souhaitez. Si vous voulez montrer des images, on peut tester et voir si ça marche. euh, Les cours de la FST, puisqu'on n'entend pas de toute façon le son du diaporama, donc vous pouvez peut-être commenter vous-même en direct. Alors, je vais vous épargner les cours de radioprotection et les choses comme ça. Là, il y a. Ça, c'est un topo qui est fait par Francesca Raimondi, mais qui n'est juste que la. Vous le voyez, le topo? Est-ce que vous voyez les images? Là, on va très bien, oui. Ouais. Donc ça, c'est juste pour illustrer ce que je vous ai dit. Vous voyez l'analyse tissulaire à droite, hein, avec des exemples de T1 mapping, où on a coloré en fait le logiciel colore le myocarde en fonction de sa mesure du T1. Hein. Donc sachez que et puis du T2, hein, vous avez un T2 weighted en haut là. Enfin, sachez que il y a des radiologues qui sont très très virulents sur le fait que évidemment ça marche très bien, que on fait une vraie mesure, que ce chiffre, enfin voilà. Et puis il y a une autre famille de radiologues dont je fais partie, enfin moi je suis pédiatre, hein, mais de spécialistes dont je fais partie qui se rendent compte que en fait on mesure quand même beaucoup de bruit, que ce qu'on mesure dépend dans la caractérisation tissulaire, hein, dans le T1 et dans le T2, ce qu'on mesure dépend quand même beaucoup de la machine sur laquelle on est et que c'est très très peu reproductible d'un centre à l'autre. Voilà, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en servir, mais il faut savoir pondérer la place justement des quantifications T1 et des quantifications T2 dans nos décisions. Voilà, c'est pas si simple que ça. Notamment, à ma connaissance, dès que la fréquence cardiaque est rapide, ça dit vraiment n'importe quoi. À gauche de la diapositive, vous avez des exemples de ce qu'on peut faire à partir d'un 4D flow. Alors, on peut tracer des vecteurs. Là, la courbe attendez, peut-être qu'on l'a après. Voilà, ça c'est le type d'analyse qu'on fait avec une analyse en déplacement, hein, où on a les vecteurs de déplacement. On a, alors en fait ils vous le disent pas, mais
Si vous réfléchissez en termes de mécanique des fluides et de mécanique des milieux continus, c'est impossible de faire ce type de logiciel sans avoir une segmentation manuelle de l'aorte. C'est-à-dire qu'en fait, il faut commencer par segmenter le vaisseau dans lequel vous allez segmenter, c'est-à-dire faire le contourage manuel ou semi-automatique du vaisseau dans lequel vous allez travailler, pour derrière pouvoir éviter notamment tous les phénomènes de divergence. Là, vous voyez, c'est merveilleux. Les vecteurs sont tous alignés. Il n'y en a aucun qui traverse la paroi. Voilà. Si vous faites ça les yeux fermés, sans segmentation manuelle ou semi-automatique, vos vecteurs ils divergent. Hein. Vous avez des globules rouges qui traversent l'espace et que vous retrouvez dans la tête. Enfin. Donc, soyez prudents sur ce qu'on vous montre, mais c'est quand même des logiciels qui sont extrêmement performants, qui permettent d'afficher donc des vecteurs, d'afficher des vitesses. Ici, là, c'est en fait une projection une espèce de MIP. Hein. On va projeter sur l'image la vitesse maximale, et donc on voit à quel endroit c'est le plus rapide. On peut faire des streamlines. C'est-à-dire la streamline, c'est en fait on fixe le temps, on considère qu'on va être en systole et on fait avancer un globule rouge selon une ligne qui est parallèle au champ de vitesse en permanence. Donc c'est pas la vraie trajectoire parce que le globule rouge ne va pas faire ce trajet. Mais ça vous montre le déplacement d'un globule rouge pendant cette phase temporelle. Voilà. À différencier alors elle l'a pas mis là, de ce qu'ils appellent les pass lines, qui sont cette fois-ci les chemins pris vraiment par. J'essaie de voir s'il y en a dans son topo. Non, il n'y en a pas. Les pass lines, c'est le chemin vraiment pris par le globule rouge, sachant que le temps que le globule rouge avance, le champ de vitesse a changé. Et donc, le globule rouge qui est dans l'aorte ascendante ne peut pas aller jusqu'à l'aorte descendante en suivant le champ de vitesse de la systole. Parce que le temps qu'il arrive dans l'aorte descendante, on sera en diastole. Et peut-être même qu'il va remonter, en fait. Parce qu'il y aura peut-être une fuite aortique, par exemple, qui fera qu'il y aura un champ de vitesse négatif dans l'aorte descendante. Voilà. Donc, la différence entre ce qu'on appelle la streamline et la pass line. Bon. Et puis sachez que à partir du moment où on a contouré le vaisseau dans lequel tout cela se produisait, on est capable d'appliquer des lois de mécanique des fluides et on est capable de remonter aux contraintes pariétales que le flux va imposer au vaisseau. Et à partir du moment où on a ces contraintes pariétales, on est capable d'extrapoler les pertes de tension, les pertes de pression, pardon, dans le fluide. Et donc, on est aujourd'hui, alors c'est des balbutiements, hein, mais on est en principe capable de dire que la pression artérielle va descendre. Voilà. Alors, en fait, moi, quand je le fais avec mes patients, j'ai le même mapping de pression artérielle sur toute l'aorte. Hein. Il n'y a pas de gradient. Excusez-moi. Donc, ça veut dire que la théorie est là, mais qu'en fait, dans les faits, on est quand même encore assez peu efficace sur ces éléments-là. Donc ça, c'était... Ah tiens, peut-être que... Est-ce que je peux mettre le... Non, ça ne bouge pas, ça. Non, ça ne bouge pas. Il y a des bugs dans les PowerPoint que m'ont passé les collègues. Hop. 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 Donc ça, c'était le cadre des flots. Et puis, il faudrait que je vous montre les cours de Karine Varin-Fraisse de Nantes. Donc Karine souhaitait vous montrer ça pour vous rappeler qu'on ne met pas un lit dans une IRM, parce que vous ne pourrez plus jamais l'enlever. Non, je rappelais que l'IRM fonctionne avec un champ magnétique fort. Est-ce que les films fonctionnent? Non, les films ne fonctionnent pas. On a l'écran gris. Bon, ça, c'est de l'illustration de ce que je vous ai montré, hein, des transpositions. Là, vous avez, donc ça, c'est des images de Nantes, hein, concernant les coronaires.
Là, on voit rien. L'écran est gris comme. Ah ouais, vous voyez pas du tout. Bon, bah, je suis Non, désolé. il n'y a rien. Pourtant c'est des images fixes, hein, je sais pas. Là, vous voyez quelque chose? Non, non plus. Bon, bah, je sors de ce PowerPoint qui est non démontrable. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui passe pas, parce que ouais, je sais pas, je comprends pas. Cette image-là, c'est un film, pourtant vous l'avez. Pourquoi certaines images passent pas? Je sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de problème par rapport à ça. Après, bon, on a eu que les boucles normalement échographiques, donc ça passait très bien. Mais je sais pas, c'est la résolution peut-être. Bah, si c'était la résolution, ça passerait, mais avec une image saccadée, quoi. Enfin, Oui, je sais peut-être. pas, je sais pas. Je fais un dernier essai et puis sinon on s'arrête, hein. D'accord. Voilà, ça plante chez moi. Hop, qu'est-ce qui se passe? On voit rien non plus. Donc, Là, vous voyez pas là? non, non, on voit rien. Là, Allô? oui, là, on voit l'image, oui. Le stratégie de Fallou. Vous m'entendez? Oui, alors moi je vous entends. Et là, on voit plus rien. Donc je suis consterné par le fait que le. Ah oui, mais il me le dit, hein. Il me dit votre partage d'écran est en pause. Oui, donc oui, c'est pour ça Mais, peut-être. Je sais pas. mais comment je le dépose? Moi, j'ai rien fait, moi. Ah, reprendre. Qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait? Je comprends pas. Votre partage d'écran s'est arrêté. Là, oui, vous pouvez le relancer si vous voulez. Bon, ça c'était le diaporama. Là, on voit. Voilà, c'était le diaporama proposé par Karine Fraisse. Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a un. Vous entendez pas le son, par contre. Non, Alors, c'est casse-pied parce que moi, elle me parle, donc faut absolument qu'elle se teste pour que je puisse vous parler par-dessus. Parce que ça, je sais pas faire parler pendant que quelqu'un d'autre parle. Hop. Oh là là, c'est une catastrophe. Comment on fait? Voilà. Hop. Shift F5. et là, l'écran, il devient vert. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Apparemment, oui. Donc, nous, on voit là, on revient sur la diapo. Le problème, c'est que moi, j'arrive même plus à exécuter Il est tellement lent, mon ordinateur, là, et on a l'impression qu'il fait plein de trucs avec Zoom. Et je peux même pas changer de diapo, quoi. Je peux plus rien faire. Je suis planté, en fait. Il m'a dit, vous êtes en train de partager votre écran. Là, on voit, oui, on voit votre écran. Oui, mais je peux rien faire dessus. Ah, puis maintenant, il fait plein de trucs. Bon, c'est des choses dont je vous ai déjà parlé. Je voulais juste faire honneur au diaporama que m'avait donné Karine Varin-Fraisse, hein, qui montre, là, elle s'est intéressée à qu'est-ce qu'on peut faire sur une tétralogie de Fallot. C'est une cardiopathie sur laquelle finalement l'IRM a beaucoup de place. Hein, donc, elle nous avait montré ici la quantification du volume du ventricule droit. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Elle nous a mis ici la pile des coupes petit axe du cœur, où on voit, voilà, il y a un trait vert qui est apparu sur mon écran. Je ne sais pas si vous avez ça, vous aussi. Oui, on l'a vu. Je ne sais pas ce que c'est. On voit donc le travail minutieux de contour, hein, de contourage du ventricule droit qui permet donc de mesurer le volume. On a ici un logiciel qui permet juste de faire la synthèse de tout ça. Vous voyez le ventricule droit extrêmement dilaté, hein, au bout de ma souris là.
le ventricule droit extrêmement dilaté d'un falot. Bon, ça, franchement, c'est des falots historiques, hein. On n'en a plus des comme ça. Vous avez le ventricule gauche ici et le ventricule droit ici, avec un rapport surfacique, la VD sur VG, qui est de 4. Enfin, c'est monstrueux, hein. Elle a pris un exemple très, très parlant. Donc voilà, je vous rappelle la revalidation qui se fait donc en gros à partir d'un certain volume pour certaines personnes, pas pour tout le monde. L'utilisation du contraste de phase pour mesurer cette fois-ci la fuite. Hein, vous voyez ici, elle a posé sa coupe. On peut discuter, hein, par exemple de la position de cette coupe. Est-ce qu'elle est vraiment perpendiculaire? Est-ce qu'elle est vraiment normale au flux? Elle l'est probablement sur une partie, mais peut-être pas sur la totalité. Enfin, donc il va y avoir un biais sur la mesure. C'est des mesures qui sont complexes à faire, avec un angle peut-être de quelques degrés. Et donc ce logiciel qui n'est pas le même que le mien, mais qui lui permet de récupérer ici un volume éjecté et un volume régurgité chez ce patient. Donc elle montrait aussi l'intérêt des séquences de 4D flux qui permettent, on peut faire les mêmes mesures en 4D flux, hein, les mesures de régurgitation peuvent être faites en 4D flux. Ça ne sert à rien de le faire, a priori, ça n'apporte pas grand-chose, peut-être de la simplicité. Ça peut apporter aussi un élément de cohérence, puisque en 4D flux, on peut penser qu'il y a moins de... Enfin, certaines incohérences sont auto-réglées, sans rentrer dans les détails. Mais ça reste à prouver, cela. Bon, ça sert à rien que je continue. Moi, je suis planté, hein. Mon PC marche pas là. Il y a un problème. J'ai un problème avec Flow, là. D'accord. Je ne vous vois plus. Je peux plus rien faire. Là, je viens de fermer ma fenêtre. On vous entend, mais on voit encore votre écran, nous. Donc, là, oui, là, il n'y a plus de partage. Bon, il me reste 4 minutes officiellement. Si vous avez une question, envie de partager quelque chose, n'hésitez pas. Y a-t-il des questions? Vous pouvez activer votre micro si vous souhaitez. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Je ne vois rien sur la fenêtre de conversation et il n'y a personne qui intervient. Eh bien, écoutez, oui, moi, je ne sais pas. J'ai une fenêtre bizarre où tout le monde dit oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'était par rapport à l'écran tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Eh bien, écoutez, désolé, hein, de toutes ces difficultés, mais bon, vraiment, on a fait ce qu'on a pu. Honnêtement, ce module, le module 4B de la FST, est quasiment fini d'être mis sur... enfin, en tout cas, il sera mis dans les 15 jours, très probablement, sur CIDES. Il y a une inscription qui est manuelle sur CIDES, hein, je vous révèle un scoop. C'est-à-dire que si vous avez le droit à CIDES parce que vous êtes interne ou enseignant, vous avez le droit de vous inscrire automatiquement à tous les cours de CIDES. Il n'y a pas de restriction. Donc, vous n'êtes pas forcé d'être inscrit en FST de cardio pour suivre les cours de la FST. Donc, vous pouvez accéder à ces cours. Si vous êtes en France et que vous n'êtes pas interne, demandez à un de vos internes de vous loguer et vous pouvez accéder aux cours de la FST en vous inscrivant dessus. Parfait. Et donc, vous aurez des PowerPoint de bien meilleure qualité avec un son et ce sera bien meilleur. Voilà, écoutez, en l'absence de réaction de votre part, là, je me déconnecte et je vous souhaite une bonne continuation. Alors. Merci beaucoup. Au revoir.